Africa! Campagne de sabotage contre les instructeurs russes en Centrafrique, Bangui répond à ses détracteurs. Dans un rapport publié le 23 juin, des experts de l'ONU ont décrié, je cite, les violations des droits de l'homme et manquements au droit international humanitaire imputables aux forces armées centrafricaines, forces bilatérales et autres personnels de sécurité documentés dans les zones sous leur contrôle et fin des citations. C'est l'ONU qui parle. Eh bien, le ministère de la Défense de la RCA a réagi le 29 juin à ce rapport, rejetant les conclusions des experts qui évoquaient notamment des exactions attribuées aux forces armées et aux mercenaires russes, comme ils l'ont appelé, déployés dans le pays. Eh bien, il s'agit là d'une volonté manifeste de ternir par tous les moyens l'image de notre institution militaire, alors que celle-ci continue de consentir d'énormes sacrifices pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'a déclaré le capitaine Firmin Amoulo Malo. Lui, il est le porte-parole du ministère centrafricain de la Défense. Tout en estimant que ces accusations sont dégoûtantes et n'ont rien à voir avec la réalité en RCA, Alexandre Ivanov, quant à lui, le chef des instructeurs russes en RCA, a souligné une fois de plus que ces crimes ne peuvent pas être commis par des instructeurs russes, car ils sont soumis à une sélection rigoureuse lors de leur recrutement. On en parle dans quelques instants avec notre invité du jour. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bon réveil à toutes et à tous. Afrique Média vous accompagne ce matin comme tous les autres, en vous abreuvant comme il se doit avec l'actualité, avec des échanges avec nos consultants, mais aussi avec vous téléspectateurs d'Afrique Média de plus en plus nombreux et surtout vos messages d'encouragement pour l'implantation de cette radio panafricaine dans les jours à venir. Merci infiniment pour la fidélité. Ce matin, avec vous, nous parlons de la RCA. On y revient. Vous le savez, la République centrafricaine est dans une démarche souverainiste. Elle voudrait l'affirmer à travers son partenariat avec la Russie et de plus en plus renforcé depuis l'arrivée aux affaires du professeur Faustin Archange Touadéra. La RCA fait face pourtant à de nombreuses accusations quand ce n'est pas l'ancienne puissance coloniale, la France, qui accuse, c'est parfois des médias, des confrères bien sûr, ou maintenant l'ONU, les Nations Unies, à travers leurs experts, et ils pointent du doigt les instructeurs russes, qualifiés de mercenaires bien sûr, et les forces armées centrafricaines, les FACA, d'avoir commis de graves violations des droits humanitaires et bien dans le pays, dans le cadre de cette bataille qui les oppose à la rébellion du CPC depuis le mois de décembre. Eh bien, que vous inspirent toutes ces accusations, tous ces rapports qui pleuvent et n'en cessent pas? Que vous inspire tout cela? Comment devrait réagir la République centrafricaine? En tout cas, le gouvernement a déjà parlé à travers son communiqué. Il rejette tout ce qui a été dit dans ce rapport. Quant aux Russes, ils estiment que leur personnel ne saurait poser de tels actes parce qu'ils sont triés vraiment méticuleusement après de très bonnes enquêtes. Et donc, finalement, où se situe la vérité? C'est un sujet qui nous ouvre à la grande géopolitique africaine et mondiale, raison pour laquelle ce matin encore, nous accueillons notre expert donc dans ce domaine, le géopoliticien Luc Michel. Bonjour Luc.
Luc Michel, on y va, je reviens à vous. Bonjour. Bonjour Bachir, bonjour à tous les spectateurs et à l'équipe. Je suis, comme à chaque fois, mobilisé sur la ligne de front pour défendre la Centrafrique et le président Touadéra. Les accusations ne sont pas nouvelles. Elles ont été émanées pour la première fois dans un livre à la mi-2020 qui s'appelle De Compagnie UKIP, édité par une ONG de George Soros aux États-Unis. On dénonçait déjà Evgeny Prigozhin, le soi-disant groupe Wagner qui n'existe pas, les FACA et bien entendu Afrique Média et moi-même. Mais ce qui est nouveau, c'est que la campagne internationale, au fur et à mesure que les Français et les Américains perdent de pied en RCA, mais aussi dans 4 autres pays africains, il faut le souligner, eh bien, ils commencent à devenir nerveux. La campagne, donc, s'est transportée devant le Conseil de sécurité. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas une guerre diplomatique, c'est simplement la bataille médiatique sous d'autres moyens. Qu'est-ce qui se passe? Il faut simplement offrir une réponse en 2 remarques. Tout d'abord, la Centrafrique a plongé en 2012-2013 dans sa seconde guerre civile parce que les Occidentaux l'ont laissé faire, en particulier François Hollande qui a refusé d'appliquer les accords militaires et qui n'a pas protégé à l'époque Bozizé, qui n'était pas l'ami des Français à l'époque, qui était le président du pays. C'est eux qui ont permis aux différentes fractions anti-Malaka de Bozizé, Seleka. Seleka en Songo, ça veut dire la base Al-Qaïda en arabe, on comprend mieux. C'est eux qui ont laissé présenter. Maintenant, les Français et l'ONU sont là depuis 8 ans. La mission de la MINUSCA, elle coûte 2 milliards de dollars par an. Au moment où l'État centrafricain, notamment à cause de l'embargo sur les diamants, n'a pas de moyens ni pour armer son armée paralysée par l'embargo, ni pour faire vivre son économie et le pays, eh bien, ces Français en 8 ans n'ont rien fait si ce n'est livrer le pays au groupe rebelle et pactiser avec eux. On sait que la MINUSCA a été prise à de nombreuses reprises la main dans le sac. Au début du push de Bozizé, les casques bleus, pas les Rwandais ou les Burundais, mais les autres, ils ont laissé Bozizé s'emparer du corridor de la ville de Bossangoa, du corridor, donc Bangui-Douala, et de paralyser la capitale du pays. La réponse des Russes et des FACA, elle a été simple. Début janvier a commencé l'opération de reconquête du territoire national et de restauration de l'autorité de la République centrafricaine. Nous sommes aujourd'hui fin juin. Fin juin, Touadéra a le contrôle de plus de 85% de son territoire national. C'était au début janvier les groupes rebelles qui contrôlaient 85% de celui-ci. Bangui est une ville sûre entièrement contrôlée par les FACA. Ce n'était pas le cas des quartiers avant, comme le PK5 ou le PK13 étaient en révolte continuelle. Mais encore et surtout, Valéry Zakharov, qui est le conseiller de la sécurité nationale de Touadéra, c'est un Russe, c'est un homme expérimenté, il a annoncé que toutes les préfectures du pays, dorénavant, étaient aux mains des FACA, et il a annoncé également que les opérations de nettoyage arrivaient dans leur dernière phase. Ça explique la nervosité. Les Occidentaux, la France, les États-Unis, leurs complices en Afrique ont relancé la grande idée. Il faudrait un dialogue inclusif. Il faudrait que le président Touadéra, qui a gagné la guerre, s'assoie à côté des groupes rebelles criminels recherchés par la CPI. Il faudrait que le président Touadéra, qui a gagné les élections présidentielles et législatives où il a la majorité avec son mouvement des Cœurs Unis, il faudrait qu'il s'assoie à la table de groupuscules soutenus par Paris et Washington qui ont perdu largement ces élections. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, elle tient en un mot. Nous avons vu sur Afrique Média ce qu'on n'a pas montré sur les médias occidentaux. Nous avons vu extrême popularité, les foules de Bangui qui accueillent les FACA. Nous avons vu le lancement du film Touriste à Bangui en Songo, sur grand écran, 4 jours durant. Les foules de Bangui se sont précipitées pour aller suivre cela. Tous ont applaudi la Russie. Plus encore, lorsque Touadéra a prêté serment,
et que l'ambassadeur de Russie à Bangui est monté sur scène pour le féliciter, ça ne s'était jamais vu dans le monde diplomatique. Il a été longuement ovationné par l'Assemblée. Voilà ce qui se passe. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui une telle popularité des FACA, si ce sont des soudards, des espèces de guignols russes qui martyrisent les populations, des espèces de bosisés russes qui pillent, qui violent, qui tuent, qui incendient les villages. Nous sommes devant l'imposture occidentale. Nos téléspectateurs, ils ont compris depuis longtemps. Ça fait des semaines que nous leur expliquons tout cela, les origines de cette campagne, ses arcanes, sa genèse. Ce qui est nouveau, c'est que le gouvernement centrafricain n'est plus décidé à se taire. Jusqu'ici, le gouvernement de Touadéra, il respectait les usages diplomatiques. Le dernier communiqué qui vient d'être émis, il confirme exactement toutes nos accusations depuis des semaines sur Afrique Média ou le Zoom Afrique de Presse TV. On est devant une opération de média mensonge, de manipulation, et les gens qui ont forgé, parce qu'il n'y a rien de vrai dans ce rapport, c'est-à-dire le Quai d'Orsay, l'ONG de Georges Soros de Sentry et la soi-disant groupe des droits de l'homme de l'ONU, qui est présidé par un Français et totalement infiltré par Georges Soros et notamment la femme de Georges Clooney, la dirigeante de Sentry, l'avocate Amal Amalouneddine, qui hante les couloirs de l'ONU et de la CPI. C'est aussi, pour la petite histoire, la nièce de Ziad Takedine. Eh bien, tout cela, ça révèle une manipulation. Ce n'est plus Afrique Média qui le dit, ce n'est plus Luc Michel qui le dit aujourd'hui, c'est officiellement le gouvernement de Centrafrique. C'est nouveau. On voit un agacement à Bangui de tant de mensonges. Nous sommes évidemment vent debout pour soutenir ce courageux gouvernement. Il doit savoir aujourd'hui qu'il n'est plus seul en Afrique. Il y a quelques jours, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville a renouvelé les accords de la Guinée équatoriale de 2015 pour le Congo-Brazzaville. La flotte russe va mouiller dans les ports en haute, notamment Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Le colonel Assimi Goïta, le 25 juin, le jour où il y a eu la grande manifestation anti-française et anti-occidentale, parce que pour la première fois, les camarades maliens, ils n'ont pas demandé seulement le départ des Français, ils ont demandé le départ de tous les Occidentaux. Eh bien, ce jour-là, Assimi Goïta a signé de nouveaux accords militaires avec la Russie. Les Russes sont en train de faire la même chose dans 12 autres pays. Ils sont un peu partout en train d'apporter de l'oxygène géopolitique, un support militaire et économique. Il y a eu, c'est significatif, c'est peut-être l'événement le plus important, il y a eu donc le sommet sur la sécurité internationale de Moscou qui s'est tenu la semaine précédente, jeudi et vendredi. La vedette, ça a été le vice-président de Guinée équatoriale. Cet homme qu'on présente comme un golden boy, un gosse de riche, c'est Théodore Mangué Obiang-Nguema. C'est l'interlocuteur en réalité de Vladimir Poutine et des généraux de l'armée chinoise. C'est un homme d'État respectable qui sera, nous n'en doutons pas, un jour au règne de la Guinée équatoriale. Ce sommet, il a été l'occasion d'une rencontre entre Vladimir Poutine, Lavrov et le ministre des Forces du nouveau gouvernement tchadien. Ils ont fait une déclaration commune, je les cite, ils ont dit que les Russes et les Tchadiens combattaient dans la même tranchée le terrorisme. À l'issue de ces rencontres, ils ont signé des accords militaires. Dorénavant, le Tchad va recevoir une aide militaire et des instructeurs russes. Nous sommes ici au cœur de l'effondrement du système occidental. Le G5 Sahel, qui avait été arraché des mains d'Idriss Déby Itno et confié aux mains de la France et de Berlin avec la complicité de Donald Trump et des Américains, ce G5 Sahel, il reposait en fait essentiellement sur les soldats de l'armée tchadienne. C'est eux qui combattaient au sol. Vous savez que les Occidentaux ne veulent pas risquer leurs troupes. Au Mali, en 8 ans, les Français ont eu 53 morts. Allez voir les milliers de morts de jeunes soldats de l'armée tchadienne pour défendre leur pays. C'est l'ébranlement de ce système avec les accords que le Tchad vient de signer. On retiendra dans tout cela qu'il y a deux petits pays qui sont au cœur de la résistance panafricaine. C'est le Burundi dont nous parlons, le premier État à quel Moscou a tendu la main en 2015-2016,
Et je me félicite à l'époque d'avoir conseillé au président Nkurunziza qui m'avait reçu de saisir cette main. Et aujourd'hui, c'est Touadéra, l'homme du destin en RCA, l'homme qui rétablit la souveraineté, l'intégrité territoriale et la dignité de sa patrie. Les Africains ne devront jamais oublier ces deux noms, Pierre Nkurunziza, Faustin Archange Touadéra. C'est la nouvelle génération africaine. Ce sont les hommes du destin de l'Afrique. Message d'un téléspectateur avant de vous poser ma question. Solo Bizarre Macan, il nous suit à travers nos plateformes numériques. Alors les rebelles, après avoir tué les populations par millions, n'ont-ils pas violé les droits de l'homme en République centrafricaine? Quel comportement l'ONU est-elle en train d'afficher vis-à-vis des Centrafricains? Bon Dieu, s'exclame-t-il. C'est Solo Bizarre Macan qui nous écrit ce message. Luc Michel, ma question, je la prends de votre première analyse. Pourquoi vouloir obliger le président Touadéra à s'asseoir sur la même table que ces rebelles, et notamment François Bozier, puisque le rapport semble présenter un Touadéra qui ne voudrait pas d'un dialogue avec ces rebelles? C'est ce qu'ils appellent le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, ça se résume par une formule. On s'assied à la table, j'apporte 100%, tu n'apportes rien, et on fait part à deux. C'est cela qu'ils voudraient faire. Ça a été proposé au mois de janvier par le président de l'Angola, Lourenço, qui est un allié de la France, des États-Unis et des Portugais. Ça a été soutenu par une sous-commission de l'EAC, c'est scandaleux. Mais cela, immédiatement, les Russes qui d'habitude ne se prononcent pas directement, Lavrov est monté au créneau, il a dit, il est hors de question que cela arrive. Ils ont ajouté, il n'y a qu'une alternative pour les groupes rebelles, c'est se rendre, livrer leur chef menotté, autrement être anéanti. La diplomatie de Touadéra, immédiatement, elle a fait la même déclaration. Touadéra a dit que le dialogue national inclusif, il aurait lieu quand le territoire national serait libéré, à la fin des opérations. C'est pas, à l'époque, on nous a dit que ça allait prendre des années. En réalité, ça a pris 6 mois. Je pense que dans 2 à 3 mois, tout sera terminé. Les groupes rebelles, ce sera terminé en Centrafrique. Mais ça va pas seulement jusque-là, bien entendu. Touadéra a précisé que le dialogue inclusif, il concernait tous les Centrafricains de bonne volonté, mais pas les Centrafricains qui avaient violé la loi, qui avaient ensanglanté le peuple tchadien, qui avaient divisé et fragilisé l'État. Ces gens-là n'ont pas de place à ces négociations. Maintenant que l'opération des FACA et des Russes est entrée dans sa phase finale, évidemment, la seule solution pour les Français et les Américains, c'est une opération conjointe. Ne vous faites pas d'illusions. Français et Américains sont étroitement complices depuis le début. La campagne contre les FACA et les Russes, elle a été lancée aux États-Unis à la mi-2020, avant la France. Eh bien, leurs complices de l'ONU également. Tous ces gens-là n'ont plus qu'une solution, c'est tenter de représenter cette carte du dialogue. J'ajoute quelque chose, c'est que la seule puissance qui pourrait contraindre Touadéra, c'est le Conseil de sécurité. Bien entendu, les Russes et les Chinois qui ont le droit de veto ne voteront jamais une telle résolution. Échec aux Occidentaux et bientôt échec et mat. C'est cela qu'il faut constater. Maintenant, votre téléspectateur, il a posé une bonne question. Les Occidentaux sont là depuis 8 ans. La MINUSMA, elle est là, si je veux bon souvenir, depuis 7 ans. Auparavant, les Nations Unies sont intervenues en 2007 lors de la première guerre civile. C'était du temps de Patassé. C'est l'époque où les milices de mercenaires congolais de Jean-Pierre Bemba mettaient le pays à feu et à sang. Bemba a été absous par la CPI sous ordre des Américains en 2019 dans une grande opération au Congo contre Kabila. Eh bien, déjà, l'ONU n'était pas intervenue. À part les inculpations de Bemba en 2009 et de Bozizé en 2017, il n'y en a pas eu. On a plutôt l'impression qu'on a voulu se débarrasser de 2 personnages. Pendant toutes ces années, y compris maintenant, on n'a pas vu un rapport de l'ONU contre les groupes rebelles. On n'a pas vu un rapport de leur soutien en Centrafrique contre les groupes rebelles. On n'a pas vu les Américains, le State Department ou le Quai d'Orsay se prononcer. Au contraire, ils ont toujours, à multiples reprises,
encore en janvier de cette année, tenté de donner une légitimité à ces groupes rebelles. Et on n'a pas vu les ONG de George Soros, de Sentry, International Crisis Group, Global Witness et compagnie, on ne les a pas vus émettre un seul rapport contre les violations, les crimes, les villages ensanglantés. Moi, lorsque je suis allé faire mon film sur Touadéra en novembre 2019, je suis allé filmer dans beaucoup de zones, notamment nous n'étions pas à l'époque en sécurité, nous voyageons avec une escorte militaire armée. La zone, elle était sillonnée par des convois des FACA, mais j'ai dialogué avec des populations, notamment à Grimari, près de Bria, qui était un fief justement de la Sénéca. Les populations m'ont expliqué ce qu'ils avaient subi et ils m'ont expliqué pourquoi ils acclamaient Touadéra et les Russes. Nous étions en novembre 2019, nous n'étions pas en juin 2021. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Les populations, elles aiment Touadéra, pas parce qu'il est Touadéra, mais parce que ce qu'il accomplit. Elles aiment les FACA, pas parce que ce sont les FACA, mais parce qu'ils combattent et défendent le peuple. Et elles aiment la Russie, parce que la victoire actuelle n'était possible qu'avec les Russes. Je vais citer le professeur Faustin Archange Touadéra. Et d'ailleurs, je prends cet extrait de la page du confrère Marwan Aïma Guinon qui nous suit. Et voici ce qu'il dit. Ce que je demande n'est pas nouveau. La Russie est présente en RCA, cela fait plusieurs dizaines d'années, et cette coopération existe dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il n'est plus question de maintenir un peuple avec des décisions du XVe siècle. Et fin de citation. Luc Michel, comment vous comprenez cette déclaration du président? Quand on lit, on a quand même l'impression que vraiment il y a une forte pression sur le gouvernement centrafricain. Il y a une pression constante. Cette pression, elle est à base de chantage économique. Tout d'abord, nous parlions de l'ONG de Sentry, mais de Sentry ne s'intéresse pas uniquement aux FACA. Elle a mis en place une campagne qui accuse Touadéra de diriger l'économie centrafricaine de façon mafieuse avec des groupes mafieux russes. On oublie que le pays est sous embargo de l'ONU et que ce sont les groupes rebelles, les Français, qui sont en train de vendre à Bruxelles en Belgique, à Anvers en Belgique, avec la complicité du gouvernement belge. Anvers, c'est la place mondiale du diamant. Ils sont en train de vendre les diamants volés en Centrafrique. Touadéra, vous avez entendu le ton, on a l'impression d'entendre un éditorial d'Afrique Média, de Presse TV ou de moi-même. Touadéra, comme Kouroudziza, comme Naïchimé, le général Neva, comme Obiang Neman Massogo, le premier de tous, comme Feu Idriss Déby Itno, comme beaucoup d'autres, c'est un panafricain. Ce qui développe exactement, c'est le cœur du néo-panafricanisme. Le 21e siècle, c'est le siècle de la dignité africaine. Nous ne sommes plus au 15e siècle, à l'époque de la traite négrière. Nous ne sommes plus au 19e siècle, à l'époque du colonialisme qui a été la conséquence directe de l'arrêt de la traite négrière. Il fallait pour le capitalisme occidental se procurer des ressources gratuites. Nous ne sommes plus en 1960 où Fokker, mais aussi le Commonwealth britannique, volait les indépendances africaines un peu partout. Nous sommes en 2021. Il y a aujourd'hui des présidents panafricanistes, mais il y a surtout une opinion publique panafricaine. Ça, c'est le travail d'Afrique Média. Afrique Média et moi-même, nous sommes au cœur des attaques de la guerre médiatique, tout simplement parce que nous avons structuré ce que nos ennemis appellent la russosphère. Moi, ils disent que je suis omniprésent dans la russosphère internationale, mais ils disent surtout que Afrique Média aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, c'est eux, 220 millions de téléspectateurs. Il y avait eu un audit du Quai d'Orsay qui était passé sous le manteau en 2019, qui étudiait déjà l'audimat d'Afrique Média et qui le comparait aux chaînes françaises. 15 millions pour TF1, qui est la principale chaîne française en France. 62 millions pour toutes les différentes chaînes en diverses langues de France 24 RFI. 120 millions à l'époque, disait-il, pour Afrique Média. Apparemment, d'après les médias mainstream français, nous aurions en 2 ans doublé notre audimat. C'est une force considérable. Derrière nous, il y a des centaines de millions d'Africains. Ces centaines de millions d'Africains, nous les avons mobilisés derrière les présidents
Touadéra, aujourd'hui, c'était un président d'un pays qui n'existait plus lorsqu'il a été élu. Personne ne pariait un copec sur lui, à part les Russes. Eh bien, aujourd'hui, quand il y a eu le sommet Russie-Afrique, c'était l'une des vedettes à Sochi. C'est aujourd'hui l'un des personnages centraux de la géopolitique africaine, mais aussi aujourd'hui, Touadéra sait qu'il a le soutien de l'opinion publique centrafricaine. C'est ce qui a tout changé. Il y a encore une chose à dire, c'est que dans les pressions contre le gouvernement centrafricain, il y a le chantage économique. Donc, De Century publie des rapports qui visent à déstabiliser les crédits et les investissements en Centrafrique. Vous savez que dans le monde globalisé, ce sont les fameuses agences de notation qui permettent les investissements et les emprunts des pays. C'est pas en disant que c'est une économie mafieuse qu'on aide à ces investissements, mais il y a pire encore. Les Français viennent de supprimer, ils ont retenu, suspendu, comme ils disent, mais c'est du chantage, leur aide économique, leur petite aide économique au gouvernement de Bangui. L'Union européenne vient de faire la même chose. Et bien entendu, les Américains suivent ce qui sont des sanctions dissimulées économiques. C'est à cela que subit Bangui. Bangui ne tient bon que pour une seule raison, parce que les Russes n'apportent pas seulement leurs conseillers militaires, ils n'apportent pas seulement leurs armements, ils n'apportent pas seulement dans le ciel de Centrafrique les Sukhoi et les MiG, mais ils apportent depuis 2017 le parapluie diplomatique au Conseil de sécurité, non seulement de la Russie, mais de ses alliés chinois. On n'agressera plus à partir de l'ONU la Centrafrique. C'est ça qu'il faut retenir. Je salue à nouveau le président Touadéra, c'est l'homme du destin. Je salue aussi deux grands présidents panafricanistes qui nous ont quittés, Feu Nkurunziza et Feu Déby. Le combat partout est le même, c'est celui de la liberté, de l'unité et de l'indépendance africaine. Je reviens à vous. On donne la parole à quelques-uns de nos téléspectateurs. C'est ainsi que se passent nos émissions sur Afrique Média. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez donc que nous sommes présents partout dans le monde et sur toutes les plateformes. Delphin nous appelle donc. C'est un habitué. Bonjour Delphin. Bonjour mon très très cher frère mien, cher Bachir. Santé vous saluer, toi et toutes les équipes de la régie. Et n'oublie pas les téléspectateurs et les téléspectatrices bien entendu. Et bien sûr, je tire une fois de plus mon chapeau à mon cher aîné Luc Michel pour l'exposé brillant et assez fourni, si fourni que je me demande ce que je vais pouvoir ajouter. Il vient encore une fois de nous servir ce matin. Je vais essayer d'apporter un peu d'eau à son moulin. Mais avant tout, bien sûr, mon cher Bachir, comme tu m'as fait un clin d'œil en début d'émission, en effet, je me réjouis à la perspective que le Burundi accueille bientôt un des bras d'Afrique, c'est-à-dire la radio. Du moins, les discussions sont assez bien avancées. Et j'aimerais rassurer nos amis qui nous écoutent que le Burundi ne pourra pas tolérer la moindre opération d'intimidation comme celle qui avait été essayée par ce tocard de Bolloré vis-à-vis d'Afrique Média, la télévision. Nous, les Burundais, c'est nous qui décidons, et si nous avons décidé de nous lier à Afrique Média, personne ne sera en mesure de nous faire changer d'avis. Mais revenons sur le dossier de la RCA, parce que c'est le sujet principal de ce matin. Effectivement, Monsieur Luc Michel a raison. Nous sommes là en plein milieu de ce que moi aussi j'appelle la guerre médiatique, qui est une sous-branche de la guerre diplomatique, disons. Nous suivons, toi et moi, mon cher Bachir, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Madame Païpo. J'aimerais ici rappeler que son ancien homologue, disons-le ainsi, Monsieur Nyamitwe, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères burundaises, à l'époque donc le président Nkurunziza, en collaboration avec son frère, parce qu'en fait ils étaient deux frères jumeaux, donc lui aussi s'appelle Monsieur Nyamitwe. Le porte-parole s'appelait Willy et son frère s'appelait Alain. Donc c'était tous les deux des collaborateurs de l'ancien président Nkurunziza. Eh bien, ils ont eu à mener ce genre de guerre médiatique, diplomatique, parce qu'encore une fois, les mêmes, les soi-disant démocrates, voulaient nous étouffer dans une discussion soi-disant
avec nos équivalents de Bodhisé. Je peux en citer deux. Et il y en a un qui s'appelle Pacific Nina Hazoe, un autre qui s'appelle Chimhae. Maintenant, ils sont tous du côté de la Belgique, en train d'être bien, comment dirais-je, manipulés psychologiquement pour revenir, que ce soit pas possible, encore une fois, nous agacer. Mais nous sommes préparés. Le nouveau président suit les traces de Nkurunziza, le général Neva. Il est là légalement, conformément à notre constitution, jusqu'en 2027. Donc, ce matin, j'aimerais dire à mes frères et sœurs de Bangui de tenir bon, hein. Nous aussi, nous ne comptons pas les abandonner, que nous avons subi avant eux, ce qu'ils sont en train de subir. Monsieur Luc Michel a parlé dans la dernière partie de son commentaire, il a évoqué des sanctions où la France a arrêté son apport financier, ainsi que les États-Unis. Une fois de plus, le Burundi a subi ça. Ce n'est pas anodin aujourd'hui quand vous voyez les officiels de l'Union européenne revenir. C'est de discuter avec le président Ndayishimiye. C'est parce que ils ont fini par se rendre compte que leur chantage n'a pas fonctionné. Bien au contraire, le Burundi est ressorti de toutes ces pressions en étant aujourd'hui en totale capacité alimentaire interne. Nous n'exportons plus rien, quasiment plus rien. Nous avons une autosuffisance alimentaire de laquelle nous avons dû nous résoudre justement parce que l'Union européenne à l'époque avait soutenu sa coopération. Mais on s'en fout, on a su rebondir et c'est à ça effectivement que les États africains sérieux doivent tendre une coopération stratégique, géostratégique, militaire avec notamment la Russie, une coopération diplomatique avec la Chine et la Russie et une coopération sous-régionale semblable à ce que le Burundi, le Rwanda, la Centrafrique, le Cameroun sont en train de faire notamment du côté de Bangui. Donc, voilà, l'essentiel a été dit, mais voilà, nous devons nous inscrire résolument dans cette dynamique afin que Jupiter, là, qui est en train de passer à l'écran, ou suzerain là-bas à la Maison Blanche, comprenne bien que, comme on dit du côté d'Abidjan, en face, il y a garçon. Et on n'est pas là pour s'amuser. Donc voilà, mon cher Bachir, je vais laisser la parole à d'autres et je vais suivre le reste de l'émission Afrique Média, le monde c'est nous.
J'en profite pour lire ce message qui nous vient de Justin Afo. Il s'interroge. Beaucoup de questions d'ailleurs. Mon cher Bachir, demande aux experts de l'ONU et à la France, est-ce les instructeurs russes qui ont plongé la RCA dans le désordre? Est-ce les instructeurs russes qui financent Bozizé et les groupes armés en RCA? Est-ce les instructeurs russes qui ont financé les différents coups d'État en Centrafrique depuis 1960? Est-ce les instructeurs russes encore qui pillent les ressources minières de la RCA pour les vendre sur le marché international? Si ce ne sont pas eux, donc alors qu'ils laissent la RCA et les Russes tranquilles. La France était là, mais elle n'a rien fait. Donc voilà le message de Justin Afo depuis la Côte d'Ivoire. Luc Michel, des choses à rajouter certainement. Compléter ce qu'il a dit, oui. Mais ma réflexion va me conduire également au Soudan et au Cameroun. Je vous en prie. Nous sommes en 2015-2016 et le Burundi est victime d'une révolution de couleur. Les Russes ont dit à ma suite que c'était le Maïdan de Bujumbura. Lorsque celle-ci échoue à la mi-mai, il y a un coup d'État, il dure 48 heures. Nkurunziza est en Tanzanie. Nkurunziza, qui n'a peur de rien, il rentre en voiture au pays. Il est accueilli par des foules enthousiastes. C'est la fin du coup d'État. Les putschistes s'enfuient en Belgique et en France. Et ensuite, après que le CNDD-FDD ait gagné les élections, toutes les élections, il y a un mouvement terroriste qui se met en place. On lance des grenades, des hommes à moto des terroristes dans les cafés de Bujumbura. Les conditions de départ du Burundi, c'est pas la Centrafrique. Il n'y a pas de troupes étrangères au Burundi, mais le scénario ensuite, c'est le même. On propose des négociations inclusives, les secondes négociations d'Arusha. Et à ce moment-là, moi, je suis mobilisé comme aujourd'hui pour le Burundi. En 2015, les Burundais m'ont appelé le meilleur ami du Burundi. En 2016, je suis invité par Nkurunziza. Je mène une grande tournée politique et médiatique au Burundi. Je suis reçu par Nkurunziza, qui m'accorde pour Afrique Média la seule interview qu'il va donner pendant tout son mandat. Ensuite, j'irai au Québec avec précisément Willy Niamitwe, le conseiller de Nkurunziza. Nous irons au cœur même d'un pays de l'OTAN, le Canada. Nous irons, je dirais, enseigner la communauté burundaise et la ramener dans le terrain du patriotisme. Ce sera un succès complet. Lorsque j'arrive au Burundi, le plus important, c'est qu'à la fin de ma tournée, les Burundais m'organisent une grande conférence géopolitique qui s'intitule « Le Burundi au cœur du néo-panafricanisme ». Je prends la parole devant les sénateurs et les députés. Il n'y a que ça dans la salle. Toute l'élite du Burundi est là. Les caméras de la télévision sont là, c'est diffusé en direct. Et on me pose une question. Je ne vais pas vous mentir. On espère la réponse que je vais faire. La question qu'on me demande, devons-nous aller au dialogue inclusif d'Arusha? Je leur dis non. C'est un piège géopolitique. Vous allez vous faire rouler. Je leur explique qui sont leurs adversaires. Il y a déjà, Delphin vous en a parlé, un certain Pacifique Niamawatwe. Il est réfugié en Belgique. C'est le directeur d'Iwachu. Qu'est-ce que c'est Iwachu? C'est un journal d'opposition financé par le Parlement belge, mais surtout par le Monde Afrique à Paris, auquel il y a vers des accords, et donc directement par Georges Soros, Bill et Melinda Gates. Ma conférence, elle a un écho que je n'espérais pas. C'est-à-dire qu'il y a un scandale diplomatique international, il y a des interpellations au Parlement belge, le Quai d'Orsay intervient, les affaires étrangères belges, Madame Merkel à Berlin. Je suis attaqué par tous les grands journaux occidentaux, Libération, Le Monde Afrique, Deutsche Welle, qui est la RFI de Madame Merkel, etc. Mais le mal est fait. 30 jours plus tard, le CNDD-FDD, il met un communiqué, il dit, suivant ce que j'avais conseillé, nous n'irons pas à Arusha, c'est terminé, le CNDD va rétablir la sécurité dans le pays, il va falloir 2 ans, il va restructurer l'armée burundaise avec l'aide des Russes qui viennent d'arriver en 2016, et aujourd'hui, le Burundi, c'est le seul pays totalement indépendant en Afrique, il n'y a pas d'intérêt économique occidentaux, il n'y a pas de mission militaire, les médias occidentaux ont été mis au pas, l'AFP et la BBC, par exemple, a été suspendu en 2019, 6 mois d'activité au pays.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à attaquer le Burundi. Quand on vous propose un dialogue inclusif ou encore le fédéralisme, c'est un piège géopolitique. On a l'exemple du Soudan. Les Américains amènent en 2010 Khartoum avec Juba, c'est-à-dire avec les rebelles du Sud-Soudan, à la table de négociation. Un an plus tard, l'ONU force Khartoum à reconnaître le Sud-Soudan et Khartoum perd tous ses puits de pétrole, c'est-à-dire la richesse du pays. Depuis, c'est un État misérable et miséreux. Secondement, c'est pas fini. La guerre civile éclate au Sud-Soudan, alimentée par les Américains et les Israéliens, mais il lance une nouvelle opération contre le Soudan même, qui n'en a pas terminé. C'est la sécession du Darfour et du Kordofan. C'est des opérations quasiment de guerre civile. C'est pour ça aujourd'hui que la CPI recherche Omar el-Béchir. Et de nouveau, les Américains, nous sommes à l'époque sous Donald Trump en 2019, ils proposent un dialogue inclusif qui va s'organiser normalement cette année-ci. C'est une erreur évidemment. Il y a le gouvernement de Khartoum qui maintenant est un gouvernement pro-américain qui ne refusera rien aux Occidentaux. Il y a l'armée évidemment du Soudan qui est déstabilisée par la campagne contre Omar el-Béchir, mais on va amener aussi les groupes rebelles pilotés par les Américains, les Israéliens et maintenant les Français au Carrefour et au Kordofan. On va instaurer le soi-disant fédéralisme. Ce sera le début de l'éclatement définitif du Soudan. C'est le même plan que Tibor Nagui et Kamala Harris aujourd'hui proposent au Cameroun. Le Cameroun, qu'est-ce que c'est le dialogue inclusif qu'il précise? C'est que Yaoundé se met à table avec des groupes rebelles et terroristes du Nozo, et évidemment on partage le pouvoir à des gens qui ne représentent rien. Si Yaoundé se laisse attirer dans ce piège du dialogue inclusif, ce sera aussi le début de la fragmentation du Cameroun. Vous notez que les Américains, les bons apôtres, ils proposent également au Cameroun la soi-disant fédéralisation. Voilà ce qui se passe. Ça s'est passé aussi dans d'autres pays africains. Encore actuellement, on a forcé l'Éthiopie à créer un État fédéral lorsque l'Union soviétique a éclaté. C'est aujourd'hui ce qui permet la sécession du Tigré. Qu'est-ce que c'est le Tigré? C'est une province, une région, une constituante de l'État fédéral éthiopien. Il y a encore là-bas au pouvoir l'ancien parti unique éthiopien que Abiy Ahmed a chassé du pouvoir, mais ils ont une gigantesque armée privée. Ça vous explique la guerre qui existe actuellement au Tigré, entre l'Éthiopie, le Tigré et l'Érythrée alliée à l'Éthiopie. C'est cela, le soi-disant fédéralisme, c'est dans cela que Touadéra ne doit pas tomber. Et bien entendu, les Russes qui connaissent la géopolitique, ils en sont conscients. C'est pour ça que dès janvier, ils ont dit non au dialogue inclusif à Luanda. C'est pour ça que Touadéra, ensuite, a dit non. Nous permet quand même de comprendre que ce qui se passe en Centrafrique a des implications un peu partout dans la sous-région et tout part du Soudan. Si l'on s'en tient à cette analyse, Luc Michel, comme vous le savez, nous sommes au chevet de la RCA, ce pays au cœur de l'Afrique, aujourd'hui en proie à une grande bataille entre les grandes puissances, bataille bien sûr de manière indirecte, même si sur le terrain, on constate tout de même que la Russie, alliée des FACA, a donc permis, grâce à ses instructeurs également, à nettoyer, si j'utilise le mot bien sûr que les militaires utilisent très souvent, nettoyer le terrain. La République centrafricaine a retrouvé, les autorités ont pu avoir finalement le contrôle de presque toute l'étendue du territoire, si l'on s'en tient bien sûr aux déclarations de ces instructeurs russes et au gouvernement centrafricain. Luc Michel, je retourne vers vous en attendant donc nos appelants qui essaient de nous joindre. Ça grisait un tout petit peu, donc on ne peut pas prendre des appels non audibles. Je me retourne donc vers notre cher Luc. Une fois de plus, ces lignes rouges pour ceux qui nous rejoignent à l'instant même et vos rubriques habituelles, vous les retrouverez, notamment la revue de presse en langue française, Premium Sport avec Christelle Wandi et bien sûr la revue de presse en langue anglaise. Luc Michel, la RCA aujourd'hui, je voudrais quand même poser une question en m'appuyant sur le projet
qu'incarne aujourd'hui le professeur Faustin-Archange Touadéra. Le premier mandat, il était consacré presque à 100% à la question de la sécurité. Il fallait sécuriser le pays. Maintenant, c'est fait. Ce second mandat, le président Touadéra voudrait quand même le mettre sous le seuil du développement infrastructurel, social, culturel, pourquoi pas. Mais il faut des financements. Et les institutions de Bretton Woods, ça semble lui faire du chantage. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit, il y a sans argent, comment réussir, ou sans financement, comment réussir à réaliser tous ces grands projets. Et je rappelle quand même que ce mandat pourrait être le dernier, pourquoi pas, du professeur Faustin-Archange Touadéra. Écoutez, tout d'abord, les institutions de Bretton Woods, elles ont été constituées en 1945-47. C'est le but pour les Américains de s'emparer de la domination économique mondiale. Ils mettent au point le FMI, la Banque mondiale. Ils partagent des postes de direction d'ailleurs avec la France. La complicité de la France et des États-Unis, elle date de 1945-47, pas de maintenant. Et bien entendu, lorsqu'ils décident d'établir les différentes avancées, maintenant nous sommes à la phase finale de la globalisation, c'est la domination économique du monde par une économie coloniale centrale, l'économie du continent nord-américain, et les autres économies sont des économies périphériques. L'instrument de domination financière économique américain, c'est le FMI et la Banque mondiale. Vous savez le mal que le FMI a fait à l'Afrique avec les ajustements structurels qui ont détruit les États africains dans les années 80 et qui ont détruit le début d'industrialisation en Afrique. Touadéra insiste pour le fait que le combat économique est encore plus important que la bataille pour la sécurité du pays. Moi, je l'ai rencontré pour la première fois à Bruxelles, où il représente son pays à un forum économique Centrafrique-Union européenne. Il était déjà là à la recherche d'investissements. Il en a trouvé certains. Il était là également pour discuter de la question de l'embargo sur les diamants. Et nos conversations, j'ai fait sa première interview à ce moment-là, nos conversations n'ont pas tellement porté sur la sécurité, qui n'était pas au début de 2019 le combat principal, il a porté sur l'économie. Le but de Touadéra maintenant, c'est de reconstituer l'économie et les investissements. Il mène en permanence des missions économiques et diplomatiques. Touadéra n'a pas de repos. Il est tout le temps dans les avions et les hôtels. Il représente son pays. Régulièrement, il vient à Bruxelles parce qu'il a choisi Bruxelles comme centre de l'activité économique de la Centrafrique, tout simplement parce qu'il fallait échapper à l'emprise des Français et parce que Bruxelles, c'est le siège de l'Union européenne, qui est la première puissance économique mondiale. C'est pas les Chinois et les Américains. Vous mettez l'économie des 28 pays bout à bout, dont l'Allemagne, qui est la 4e économie mondiale, vous arrivez de loin à une économie qui domine les Chinois et les Américains. Touadéra cherche des fonds, il en cherche aussi dans les Émirats arabes, etc. Il est secondé par une équipe d'hommes d'affaires qui connaissent le business international. Beaucoup d'entre eux, ce sont, je vous l'ai expliqué, des Belgorusses. Ce sont des gens qui sont introduits dans le bloc de l'Est, qui sont introduits en Chine. Ils mènent des missions diplomatiques. Il y a encore quelques jours, l'un d'eux a mené une mission diplomatique pour trouver des investissements à Dubaï. Les Émiratis sont en train économiquement de se détourner du bloc américain, pas militairement hélas, puisqu'ils sont en train de constituer ce qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient avec les Israéliens, les Américains, les Français, mais économiquement, les Émiratis, ils cherchent des marchés, et les marchés, ils sont en Afrique, comme pour tout le monde. À partir de ce moment-là, Touadéra, pendant les années qui vont venir ici, va continuer cette offensive économique et diplomatique. C'est pour ça que les Occidentaux, les Français, les Américains, l'Union européenne, ils tentent de mettre en faillite l'État centrafricain en coupant les crédits, en maintenant les embargos et en proposant cette déstabilisation politique. Ils ont raté la révolution de couleur, fin 2020. Ils ont raté le coup d'État en début 2021. Ils sont en train de rater maintenant le complot des négociateurs. J'ai encore un mot à dire. Vous avez fait une remarque pertinente, Bachir. Vous avez dit que tous les scénarios, tous les dossiers de la géopolitique africaine semblaient liés. C'est exact.
Tout simplement parce qu'il s'agit d'une même opération géopolitique menée au travers de 3 scénarios. En 2003, George Bush II décide de lancer une grande opération de remodelage géopolitique de ce que les Américains appellent le Grand Moyen-Orient. Ne vous laissez pas avoir, le Grand Moyen-Orient, il va des frontières du Maroc à l'Asie centrale, du golfe de Sirte en Libye jusqu'au golfe de Guinée. 2009, Obama est président, il relance l'affaire, c'est le soi-disant printemps arabe, qui concerne la Syrie, le Yémen, mais aussi et surtout l'Afrique du Nord. 2014, sommet USA-Africain de leader à Washington, nous avons couvert en direct l'événement. Nous avons les premiers à comprendre et à annoncer, Bachir, et je salue votre pertinence, le fait qu'il s'agissait maintenant d'un printemps africain qui suivait le printemps arabe. Il lance donc le printemps africain qui concerne 9 puis 25 pays africains. Ensuite, 2018, il y a la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton. C'est un super printemps arabo-africain. 2021, c'est le même projet de Biden et Kamala Harris. Biden et Kamala Harris, ils ont critiqué Trump pendant la campagne électorale, mais dans la politique internationale, en Afrique, au Proche-Orient, etc., ils marchent étroitement dans les pas de Trump. Ce n'est pas étonnant, parce que depuis Bush II, c'est un organisme unique, un think tank américain tout puissant, il s'appelle l'Atlantic Council, qui pilote la politique américaine en Afrique, sous Bush II, sous Obama, sous Trump et maintenant sous Biden. Des gens comme Timor Nagy, Peter Pham, Donald Woods, qui est l'ambassadeur des États-Unis dans les 2 Soudans, etc., ce sont des dirigeants de l'Atlantic Council. Il y a également le secrétaire d'État à la défense d'Obama, Chuck Hagins. Il y a également l'ancien conseiller à la sécurité, le général Jones. C'est le mentor de beaucoup d'opposants africains à Kabila. C'est aussi le directeur aujourd'hui d'une grande firme de mercenaires, l'International Jones Group. Pourquoi est-ce que tout se ressent? Parce que les Occidentaux, et il n'y a pas de raison de changer un cheval qui gagne, ils emploient 3 scénarios. Ce n'est pas un manque d'imagination ou d'intelligence politique comme je viens de l'entendre, c'est tout simplement 3 scénarios élaborés. Ils ont été mis au point à partir de la fin de la guerre froide dans les années Reagan. Ils ont marché contre la Yougoslavie, ils ont marché dans les ex-républiques soviétiques jusqu'à ce que Poutine arrive et s'oppose à eux. Mais Poutine ne s'y opposera qu'à partir de 2010. Il y aura par exemple 2 révolutions de couleur contre lui en Russie. Moi, j'ai mené le combat pour les Russes. J'ai mené des missions d'Aeon, de monitoring électoral pour combattre la déstabilisation en 2011 et 2012. Ils se sont attaqués à Hong Kong, au Venezuela, et puis au monde arabe et à l'Afrique. Qu'est-ce que sont ces 3 scénarios? Tout d'abord, ce sont les révolutions de couleur. Les révolutions de couleur, c'est un processus civil, c'est une déstabilisation du pays via une soi-disant société civile et des opposants financés, organisés et qui ont le soutien diplomatique des Occidentaux. Lorsque la révolution de couleur ne marche pas, on passe au coup d'État. C'est ce que les Américains appellent le régime change, le changement de régime. Dans beaucoup de cas d'ailleurs, on transforme une révolution de couleur qui ne marche pas en coup d'État. Ça a été le cas contre Kadhafi. Il y a une tentative de révolution de couleur en février, du 15 au 17 février à Benghazi. Au bout de 6 semaines, c'est terminé. Le soulèvement, la révolution de couleur, elle a été écrasée à Tripoli, elle a été écrasée à Sheba, à Beni Wali, et Kadhafi s'apprête à reprendre le contrôle de Benghazi. À ce moment-là, les États-Unis interviennent, ils obtiennent avec la France le mandat de l'ONU, et l'OTAN, qui a reçu le mandat de l'ONU, transforme en coup d'État avec les djihadistes de Benghazi contre Kadhafi. Il aboutira malheureusement fin 2011. C'est comme ça que ça se passe. C'était la même chose qu'au Omar el-Béchir. C'est ce qu'ils auraient voulu faire dans d'autres pays. Ça ne marche pas partout, évidemment. Ça dépend de la force et de la structuration de l'État. 3e scénario, c'est le dernier, c'est la déstabilisation internationale. Lorsque le coup d'État ne marche pas, lorsque la révolution de couleur ne marche pas, l'ONU intervient. Il y a des rapports qui sont produits. C'est le travail des ONG de Georges Soros. Il a à Bruxelles une ONG, on la connaît bien au Cameroun,
c'est l'International Crisis Group. Il est présidé par le fils de Soros, Alexander. C'est un ami intime de Kamala Harris. Ami intime, je ne dirais pas plus. Mais ils émettent des rapports sur tous les pays. Ils sont fabuleusement riches. Qu'est-ce que ces rapports disent? Ils annoncent, avant que ça n'arrive, la guerre civile. Ils annoncent le terrorisme. Et tout de suite, ils commencent à prôner le fameux dialogue inclusif. De Sentry fait la même chose. Global Witness fait la même chose. Human Rights Watch fait la même chose. Amnesty International fait la même chose. Partout, c'est un piège géopolitique. Je vous ai dit le principe. On prend des gouvernements africains qui ont maîtrisé le coup d'État, qui ont maîtrisé la guerre civile, qui ont gagné les élections. Ils représentent 100% de la force politique du pays. On leur dit, venez vous mettre à table avec les terroristes, avec les opposants, avec les marionnettes de l'Occident. On se met à table, on partage à deux, chacun reçoit 50%. C'est la grande arnaque de l'ONU et des Occidentaux. Ce n'est possible que parce qu'il y a la complicité de l'ONU. Ça devient de plus en plus difficile depuis 2016 parce que justement, la Russie est de retour, comme disent les Américains, sur les champs de bataille de la guerre froide. Elle n'est pas venue seule, elle est appuyée par la diplomatie et maintenant les militaires chinois. Elle est appuyée par ceux qui arrivent depuis un an. On en parle beaucoup ces jours-ci au Sénégal, où mes thèses sont popularisées. Ce sont les Iraniens. Les Iraniens, ils viennent en Afrique pour appuyer la Russie et la Chine. Ce sont des alliés du néo-panafricanisme. Nos cousins de Presse TV Afrique, qui fait le Zoom Afrique, quotidiennement, j'interviens pour défendre Touadéra, exactement comme je le fais sur Afrique Média. À partir du moment où les Russes sont là avec leurs alliés, ils ont neutralisé le Conseil de sécurité. C'est fini les mandats pour agresser l'Afghanistan. C'est fini les mandats pour agresser la Syrie. C'est fini les mandats pour agresser la Libye. La Russie met son veto, c'est terminé. Le Conseil de sécurité est neutralisé, mais pas évidemment les autres organismes périphériques de l'ONU, dont le Conseil des droits de l'homme de Genève ou le groupe des experts de droits de l'homme qui sont totalement aux mains des Américains, des Français et des gens de George Soros. Nous, on va vers Luc Michel. Luc, malgré toutes ces accusations, tous ces rapports qui pleuvent sur la Centrafrique, la Russie annonce, et on l'a appris il y a cela quelques heures seulement, l'envoi de 600 instructeurs supplémentaires. Alors, comment vous expliquez ça? Tout simplement, les Russes et les Chinois ne sont pas impressionnés ni par le Conseil de sécurité, ni surtout par les Occidentaux. Nous sommes entrés dans la guerre froide 3.0. Les deux blocs maintenant se font face. Il y a un bloc occidental autour des trois OTAN, l'OTAN européen et en Afrique du Nord, l'OTAN du Proche-Orient dont je vous parlais, et l'OTAN de l'Asie qu'on appelle le Quad. Face à lui, il y a un axe géopolitique et militaire, Russie, Chine, Iran, qui est en train de se structurer et qui, dans beaucoup de domaines maintenant, commence à rivaliser efficacement avec la superpuissance mondiale américaine. En particulier dans la guerre pour le contrôle des voies maritimes, qui contrôle la mer Rouge, le golfe d'Aden et le golfe de Sirte, les Russes viennent après la Guinée équatoriale, ils vont s'implanter au Congo-Brazzaville. Pour la première fois de l'histoire, la marine iranienne, qui est très puissante, elle a quitté les eaux du golfe Persique et de la mer Rouge. Elle est entrée dans le golfe de Guinée et puis elle est entrée dans l'océan Atlantique pour contrer les forces de l'OTAN. Elle fait des manœuvres actuellement avec la marine russe. Voilà pourquoi les Russes ne sont pas impressionnés. Je vais vous donner une information de dernière minute. Vous parliez de nettoyage à propos de la Centrafrique, c'est de ça qu'il s'agit. Les rebelles en déroute, ils ont laissé des caches d'armes, des cellules dormantes un peu partout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ces cellules se réveillent et mènent des attaques. Il y a un groupe rebelle du groupuscule UPC qui a attaqué la ville de Milao à 300 km de Bangui. Il y a 7 morts. Voilà ce qui se passe. Voilà ces gens qui sont soutenus par les Occidentaux contre les FACA et les Russes. Le combat, les Africains ne doivent pas baisser la garde. J'ai mis lundi en garde les Burundais. Ils m'ont écouté. On a diffusé, Bachir,
notre émission à la télévision nationale du Burundi. Il y a beaucoup de sites internet du Burundi qui la reprennent, etc. Les Occidentaux ne sont pas en déroute. Ils sont en pleine contre-attaque. La contre-attaque, elle est assurée par un axe de fer, qui est l'axe États-Unis-France. Ces gens ne se sépareront pas parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Il y a un super printemps arabo-africain qui est en train d'être préparé par Joe Biden, Kamala Harris, le State Department, l'Atlantic Council, mais aussi le Quai d'Orsay et Emmanuel Macron. Et il va concerner plus de 40 pays africains. Tous les Africains sont concernés. Il faut s'apprêter au combat. Je vais prendre congé de vous, Bachir, parce que je suis fatigué, mais je vais dire un mot. Nos amis de Moscou insistent là-dessus. Je vais dire un mot sur la vaccination. J'ai été vacciné pour la seconde fois hier. Je vais recevoir ce jour mon passeport vaccinal. Il est depuis ce 1er juillet obligatoire pour quitter le pays, chaque pays de l'Union européenne. Il va être obligatoire en Chine, en Russie ou en Iran. Si vous n'avez pas cela, vous ne prendrez plus l'avion. Ils ont été déférés devant les tribunaux où on demande des peines de prison. Ils se sont présentés avec de faux certificats PCR, ce qui est criminel. Si vous avez le Covid, vous pouvez avoir le Covid sans être malade. Vous pouvez simplement porter le virus, vous contaminez l'avion, les téléspectateurs se répandent à la sortie de l'avion, ils ne sont pas encore détectables et ils vont affecter les pays. C'est ce qui se passe avec beaucoup de citoyens de RDC. Hier, Vladimir Poutine est intervenu à la télévision. Moi, vous savez, j'ai suivi le débat sur les anti-vax et les partisans de la vaccination. J'ai toujours expliqué qu'il ne fallait pas se tromper de combat. Vladimir Poutine est intervenu hier, il est partisan de la vaccination. Il s'apprête à rendre obligatoire le vaccin pour tous les Russes. Il a été soutenu par le président de Tchétchénie, Kadyrov. Ils ont déclaré tous les deux, c'est la réalité, que le vaccin aujourd'hui, c'est la seule défense contre les différents variants du virus. Je rappellerai encore aux anti-vaccinations contre le Covid. Ça concerne des programmes malthusianistes pour réduire la population en Afrique, mais aussi en Europe. Mais le singe de l'Afrique, le grand Obiang Mbasogo, je rappellerai quand même qu'il a été le premier président africain à se faire vacciner. Il prône la vaccination. Son fils et son épouse sont vaccinés. Il faut pas avoir peur. Moi, j'ai eu mon premier vaccin il y a 30 jours. Je ne suis pas malade, je ne suis pas atteint. Je suis simplement très fatigué aujourd'hui. On récupère immédiatement, il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur, il faut vaincre ensemble le Covid. Il faut vaincre le Covid, non pas avec les Occidentaux, mais avec les Russes, avec les Chinois, avec les Iraniens et avec Cuba. Rappelons quand même que dans la guerre des vaccins, ce sont les vaccins russes Sputnik et Sputnik Light, le vaccin chinois Sinovia et le vaccin mis au point par Cuba et donc l'Iran. Ce sont les 3 vaccins qui sont les plus répandus aujourd'hui dans le monde. Ils commencent à arriver en Afrique. Vous n'êtes pas obligé de faire les vaccins occidentaux comme nous en Europe. Et donc la guerre des vaccins, elle est gagnée par le bloc de l'Est. Voilà, Luc Michel, peut-être avant de partir, un tout petit mot, je vous en prie, sur la question de ce téléspectateur. Il l'envoie avec beaucoup d'insistance, hein, ça concerne notre sujet. Il me demande, est-ce que vous pensez que Bangui pourra s'en sortir avec toutes ces pressions? Écoutez, Bangui va s'en sortir parce que il est appuyé par cette grande puissance qui est en train de redevenir une superpuissance, ce qu'elle était avant 1991, lorsque la Russie s'appelait l'Union soviétique. La Russie de Poutine, c'est l'héritière à la fois de l'Empire des Tsars, mais de l'Empire rouge de Staline, l'Union soviétique. Cette puissance, elle apporte son parapluie diplomatique à la Centrafrique, elle apporte son aide militaire. Je le répète toujours, la principale question à régler, elle n'est pas diplomatique, elle n'est pas celle des négociations, elle n'est pas politique, elle est militaire. Il faut achever de nettoyer la Centrafrique. Les FACA avec les Russes, avec les Rwandais, avec les Burundais, ils sont en train de mener cette tâche à bien. Demain, on est en train de créer une cour spéciale pénale à Bangui. En début d'année, on a recruté des magistrats internationaux, des Suisses, parce qu'ils n'appartiennent ni au bloc américain ni à l'Union européenne.
Ce sont des magistrats, des juges d'instruction spécialisés dans les affaires des droits de l'homme. On est en train de mettre un parquet spécialisé dans les affaires de terrorisme et de banditisme criminel international en Centrafrique. On a fait les premières arrestations des chefs de la Sénéca et en fin d'année s'ouvriront les premiers procès à Bangui. À ce moment-là, la vérité éclatera. On verra comment l'ONU a protégé des criminels de guerre. On verra comment les Occidentaux ont protégé des criminels de guerre.